Fidèles d'Afcap Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro d'Intégral. Franco-malien Dr Bakary Toumagnon est expert en suivi, évaluation de projets et programmes de développement en Afrique. Depuis plus de 18 ans, il intervient en tant que consultant senior auprès de différentes organisations. Fondateur et manager du cabinet TMC Consulting Group, il a une expertise avérée en sciences sociales, management de projets, études consommateurs en France et en Afrique. En outre, il est un entrepreneur passionné dans le domaine de l'éducation, la santé, l'agriculture et l'immobilier. Ce soir, dans Intégral, le docteur Bakary Toumagnon, l'expert en santé publique, le consultant et l'entrepreneur. Docteur Toumagnon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert Dissa. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi. Nous aussi, nous sommes très ravis de vous recevoir ce soir et de parler de ces trois grands chapeaux que vous portez. Et ce n'est pas tout parce que vous êtes aussi écrivain. Nous espérons qu'un jour on aura le temps de parler du docteur Bakary Toumagnon en tant qu'écrivain. Mais ce soir, nous sommes avec les spécialistes en santé publique internationale, nous sommes avec le consultant senior et nous sommes avec l'entrepreneur que vous êtes. Alors avant tout propos, nous aimerons que vous nous parliez de l'histoire derrière quelques photos. D'accord, avec plaisir. Alors nous avons cette première photo. Okay. On est où là? Et c'est... Dans quelles circonstances? Merci beaucoup. Cette photo, c'est lors des journées scientifiques de l'IHSP et c'est dans les locaux de l'école supérieure en santé publique. Nous avons essayé de travailler sur les innovations technologiques, notamment en santé, l'IA et santé. Donc, j'étais appelé à développer un peu, à parler un peu lors d'une masterclass sur les questions d'IA, d'innovation et de santé. D'accord. Nous demandons une seconde photo avec la réalisation. Oui, et là, on est à Sibi, à Kalassa précisément. Je connais cette salle. Tout à fait. Là, nous sommes au Mandé. Donc, c'est lors des journées développées par le HSP. Où nous essayons de prendre un thème d'actualité, notamment, et généralement nous prenons des thèmes qui ont un lien direct avec les priorités du pays. Donc là, je réponds à des questions. D'accord. Voilà. En tout cas, merci une fois de plus d'être là. Docteur Toumagnon, nous allons commencer par l'expert en santé publique internationale. Qu'est-ce que, avant toute autre chose, la santé publique? Merci Robert. La santé publique, si vous voulez, c'est une discipline qui essaye de protéger, promouvoir et d'améliorer la santé de la population. Donc la santé de la population d'une manière générale. Donc il s'agit de l'organisation des soins, de l'éducation pour la santé, n'est-ce pas, et de l'action sur les déterminants de santé. Donc c'est une discipline qui s'intéresse plus à la santé des populations d'une manière générale, notamment les épidémies. Alors aujourd'hui, sur le continent africain et précisément dans l'Ouest africain, quels sont les grands défis en matière de santé publique? Alors, les grands défis, je vais peut-être vous étonner, mais les grands défis aujourd'hui en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, restent des défis sécuritaires. Les défis sécuritaires, j'ai l'habitude de définir la santé comme quelque chose qui touche aux autres secteurs. Donc, pour moi, la question sécuritaire est un grand défi parce que cette question sécuritaire débouche forcément sur la question de la santé, notamment la question de la sécurité alimentaire, des déplacés, des violences basées sur le genre. Nous avons vu ça au nord du Mali. Donc, la question sécuritaire reste vraiment le point central qui peut déboucher en tant que conséquence sur les autres secteurs, notamment le secteur de la santé. Quand il y a une crise, il y a forcément des conséquences sur la santé humaine. Donc voilà, c'est un défi majeur. L'autre défi aussi sur notre continent, et notamment en Afrique de l'Ouest, c'est les inégalités de santé. C'est les inégalités de santé, c'est vrai dans notre pays, le Mali, mais c'est aussi vrai pour le Sahel. Donc ces inégalités de santé posent énormément de problèmes. L'autre défi aussi, c'est la qualité des soins. C'est la qualité des soins, le manque d'infrastructures, qui vraiment constitue des défis.
qui pèsent sur nos systèmes de santé. Est-ce qu'on peut dire que les crises sanitaires récentes comme la Covid ont transformé les systèmes de santé en Afrique occidentale, au Mali? Si oui, comment? Oui, ce qu'il faudra comprendre de ça, c'est que souvent les systèmes de santé héritent de l'histoire du pays. Si vous prenez le système de santé français, c'est le système de santé qui s'est construit après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Vous prenez le système anglais ou le système allemand. Donc notre système de santé aussi s'est construit après, hérite de la colonisation et après l'indépendance. Donc les systèmes de santé, n'est-ce pas, vu par rapport aux épidémies, ben, nos systèmes de santé ont été vraiment secoués parce qu'on n'était pas préparé à ces épidémies-là. Et notamment, c'était des épidémies émergentes. Donc, c'était des épidémies comme le Covid-19. On ne connaissait pas cette épidémie. Donc, on a compris que nos systèmes ne sont pas suffisamment, n'est-ce pas, dotés de mécanismes de prévention, n'est-ce pas, pour protéger nos populations. Je pense que les autorités ont tiré toutes les leçons par rapport à cela. D'accord. Vous parliez tantôt des inégalités, surtout au niveau d'accès aux soins de santé. Quelle est votre lecture justement sur ces inégalités et même à l'échelle mondiale? Oui. Alors, les inégalités de santé constituent un thème majeur pour moi. J'ai beaucoup travaillé sur les inégalités, que ce soit en France ou au Mali. Mais il faudra essayer de hiérarchiser ces inégalités. D'abord, au niveau mondial, vous avez le nord et le sud. L'accès aux soins, on voit les inégalités de santé qui ne sont pas les mêmes au nord, dans les pays développés et dans les pays du sud. Maintenant, à l'intérieur d'un pays, notamment au Sahel, nous savons que dans notre pays, que vous soyez dans une zone rurale ou dans une zone urbaine, ben, nous avons des inégalités de santé. Mais ces inégalités de santé aussi nous touchent aussi par rapport à notre statut social. Que vous soyez fonctionnaire, non fonctionnaire, que vous soyez nanti ou pas, que vous soyez femme ou homme, on voit ces inégalités apparaître. D'accord? Donc, les inégalités de santé constituent, en tout cas, un défi majeur sur lequel il faudra travailler. Et justement, les spécialistes de la santé publique sont là justement pour comprendre, étudier ces inégalités et essayer d'apporter des réponses. Moi, j'ai travaillé sur l'accès aux soins des populations indigentes au Mali, notamment le RAMED. J'ai été le consultant qui a évalué ces dispositifs-là. Et on constate qu'il y a une grande partie de notre population qui n'a pas accès aux soins pour des questions économiques, pour des questions géographiques, pour des questions d'information et pour aussi des questions de disponibilité des spécialistes. Parce que les spécialistes, on ne les trouve pas au fin fond des campagnes. C'est vrai. Donc ces inégalités sont prégnantes et il faudra en tout cas que notre système de santé essaie de les prendre en compte en ayant une approche assez globale. Du coup, on peut être nanti et ne pas avoir accès aux soins. Peut-être on pourra manquer d'informations tout en étant nanti. On peut être très loin d'un centre de santé tout en ayant beaucoup d'argent pour autant. Et du coup, ces inégalités frappent quelle couche surtout, selon vous? Alors, c'est les couches vulnérables, quoi. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes avantages en fonction où nous sommes nés, en fonction de notre statut social, en fonction de notre sexe, en fonction de l'accès au système de santé. Vous avez parlé du système de santé que nous avons devant nous. Si vous avez un système de santé assez préventif dans d'autres pays, un enfant qui est né en Afghanistan et un enfant qui est né en Suisse sont sur des territoires, donc ils n'ont pas les mêmes chances d'accès aux soins. Donc ces inégalités peuvent être des inégalités économiques, des inégalités de statut, des inégalités liées au sexe, etc., et au système de santé. Mais ce que je vais dire, peut-être qu'on va en venir, parfois aussi ces nouvelles technologies, les nouvelles technologies sont là pour contourner ces inégalités qui sont liées, n'est-ce pas, au fonctionnement de nos sociétés. Alors parlant de fonctionnement, quel est ce modèle de santé qu'il faut pour l'Afrique, pour que notre système de santé puisse bien fonctionner? Alors, l'Afrique, le Mali, ce n'est pas la France, d'accord? Et nous n'avons pas les mêmes systèmes. Quand vous prenez notre dispositif en tout cas de sécurité sociale, en tout cas de dispositifs pour permettre de faire face à la maladie, notamment l'AMO, vous allez voir qu'il y a une petite partie de la population qui a accès à ça, qui bénéficie de cela. D'accord? Donc pour moi, il est important de mettre en place des dispositifs communautaires. Des dispositifs communautaires pour permettre à nos populations,
d'accéder aux soins. Pour moi, il est important aussi qu'il y ait un partenariat entre le public et le privé. Qu'on encourage le secteur privé à s'installer dans les zones reculées. Mais cela ne peut pas se faire sans aussi l'intervention de l'État, l'aide de l'État. Le dernier volet aussi, c'est vraiment la formation. Comprendre que d'abord au niveau populationnel, une grande partie de la population africaine, ou en tout cas malienne, 70%, et cette population est vraiment dans les zones reculées en campagne. Donc il faudra prendre en compte cette dimension-là, n'est-ce pas, pour que l'offre soit adaptée à la réalité du terrain et aux besoins des populations. Il faut qu'on revienne quand même sur justement le côté communautaire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce n'est pas encore suffisant quand on connaît toutes ces assacots ici et là? Est-ce qu'il n'y a pas eu de progrès dans ce sens-là? Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de progrès parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, au Mali, on trouve les centres de santé communautaire un peu partout. Donc, normalement, en théorie, on doit être à 5 km d'un centre de santé. Mais il faut que ces centres de santé fonctionnent normalement. C'est vrai. Il faut qu'il y ait la sécurité. Il faut que les populations soient informées. Et il faut que les soins qui sont donnés soient des soins de bonne qualité. Donc, je pense que si ces conditions sont réunies, il y a de fortes chances que nos populations accèdent aux soins et qu'ils accèdent aux soins de bonne qualité. Et qu'en est-il justement du partenariat public-privé dont vous parliez tantôt? C'est quoi exactement dans le domaine de la santé, partenariat public-privé, comment cela est censé fonctionner? Alors, c'est-à-dire que l'État ne peut pas tout faire. Et nous héritons d'un pays qui est vaste. L'État ne peut pas tout faire. Et moi, je reste convaincu que l'État est là pour créer un cadre, pour mettre en place un cadre. Maintenant, les acteurs les plus dynamiques, c'est le secteur privé. Comment mettre en place un cadre qui est propice au développement du secteur privé et qui encourage le secteur privé à investir dans les zones reculées. D'accord? En mettant en place un mécanisme, par exemple, de financement pour permettre aux populations indigentes, pour permettre aux populations qui sont vraiment éloignées de nos systèmes, de nos infrastructures, n'est-ce pas, que l'investisseur arrive à avoir un retour sur l'investissement et à offrir des soins de qualité et des soins qui sont accessibles à tout le monde. D'accord. Donc voilà comment je vois la chose. D'accord. Je vais encore demander à la réalisation de nous projeter d'autres photos. Celle-ci, on l'a déjà commentée. Celle-là également, on l'a commentée. J'attends une autre. Très bien. Voilà. Et là, ça m'a l'air d'une soutenance, hein. C'est cela. Là, c'est une soutenance que je faisais partie des membres du jury. Donc, c'est un jeune brillant qui a fait une étude, n'est-ce pas, à Nyono, justement, et notamment, pardon, dans le cercle de Kati, et sur des populations qui ont des difficultés d'accéder aux soins. D'accord. Donc, voilà, c'était une très bonne thèse que nous avons vraiment accompagnée. D'accord. Prochaine photo. On va voir. C'est que on peut continuer, et là. Alors, là, c'est aussi une soutenance, mais une autre expression qui est là. Voilà, donc... on pense à quoi ici, docteur? C'est cela, donc je réfléchissais à la méthodologie par l'étudiant. Donc, je voyais que c'est un étudiant qui vraiment osait prendre un thème et essayer de travailler sur des aspects socioculturel, n'est-ce pas, de la santé. Il est médecin. Donc pour moi, c'est une prise de risque assez intéressante. Mais en termes de méthode, l'étudiant n'a pas assez innové. En fait, il n'a pas beaucoup travaillé sur la méthodologie. Donc j'essaie d'analyser la prise de risque au niveau du thème et par rapport à la méthodologie, donc il y avait un écart, donc ça me posait un problème intellectuel. Je voulais qu'il aille jusqu'au bout de son raisonnement. Donc voilà un peu. Donc j'étais assez investi dans l'analyse. J'espère que ça s'est bien passé. On lui a donné une bonne mention à l'étudiant finalement. Ça s'est très très bien passé. D'accord. J'étais fier de cette thèse-là et d'accompagner l'étudiant. Et parlons maintenant de prévention, docteur Toumagnon.
tous les spécialistes de santé mettent l'accent sur la prévention auprès des populations. On préfère que les gens soient assez prévenants plutôt qu'ils aient à les soigner tout le temps. Et qu'en est-il des politiques de prévention en matière de santé sur le continent de façon générale, mais au Mali, chez nous surtout en particulier? Merci pour cette question. J'ai parlé de l'héritage historique des systèmes de santé qui sont liés à l'histoire du pays. Nous avons hérité de la colonisation, donc de la colonisation française. Et le système de santé français est vraiment axé sur le curatif. Sur le curatif, c'est-à-dire qu'il faut être tombé malade pour qu'on s'occupe de vous. Vous voyez? Donc c'est un système qui est assez coûteux. Et le Mali reproduit plus ou moins la même chose. D'accord? Alors que nous savons, les études prouvent que, j'ai envie de dire, 1 euro investi dans la prévention, c'est 1000 euros gagnés dans le curatif. Donc il faudra que notre pays vraiment investisse beaucoup dans la prévention avant que la maladie ne soit là. Sinon, si la maladie est là, c'est un peu trop tard. Donc, c'est ça que nous essayons de faire. Et c'est cette politique au niveau de nos formations que nous essayons de vraiment développer. Voilà. Nous avons vu sur ce que j'appelle le forum des sciences de Sibi, mais que vous appelez les journées scientifiques de l'EPHSP. Et cette année, on a clôturé, je crois, la 18e ou la 19e édition. La 19e. La 19e édition. Et sur ces journées, chaque année, on parle de la place que doit occuper aussi la médecine traditionnelle chez nous. Comment peut-on concilier le système moderne de santé avec les pratiques traditionnelles et surtout mettre tout ça dans une politique nationale? Alors, il y a quelque chose qui me dérange, notamment dans mon pays, où nous opposons la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Effectivement, on les oppose. Mais en fait, nous avons un biais cognitif où, dans votre question, vous avez parlé de médecine conventionnelle et de médecine traditionnelle. Donc, il y a la médecine dans les deux. Mais vous savez aussi qu'il existe une médecine chinoise. Donc, il y a des médecines. Mais l'inconvénient chez nous, c'est de prioriser une médecine, de faire croire que les autres médecines ne valent rien. Et ça, je pense qu'il y a un problème, il y a un travail intellectuel à faire à ce niveau-là. D'accord? À mon avis, il serait important de voir ce qui marche dans la médecine conventionnelle et ce qui marche dans la médecine traditionnelle. Il ne doit pas avoir de mur entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Dans la médecine traditionnelle, il y a des choses, il y a des pratiques, il y a des médicaments qui ont prouvé leur utilité. Donc, être intelligent, faire preuve d'intellectuel, c'est de prendre ce qui marche dans les deux médecines. Et d'ailleurs, quand on regarde les pays développés, on voit apparaître des médecines alternatives un peu partout. Donc, je pense que, en tout cas de mon point de vue, il serait important d'enlever cette barrière-là. Et dans notre pays, il y a des chercheurs qui sont en train de travailler sur cela. Et je vois qu'il y a une dynamique locale qui s'est créée au niveau du Mali. Et parmi ces chercheurs-là, c'est vraiment le lieu pour moi personnellement de saluer une grande dame des sciences au Mali, le professeur Rokia Sanogo, avec qui vous travaillez beaucoup. Si vous aviez quelques messages à lui adresser ce soir. Tout à fait. J'ai un grand respect par rapport au professeur Rokia, effectivement, parce qu'on a eu à collaborer ensemble, à travailler et à publier plusieurs livres, notamment sur ces questions-là. Elle œuvre beaucoup sur, en tout cas, cette complémentarité justement entre les deux médecines, et c'est ça notre vision aussi. Et c'est dans ce sens aussi que nous formons nos médecins, nos jeunes médecins au niveau de l'IHSP, pour qu'ils comprennent qu'en fait, un scientifique, c'est d'essayer de voir ce qui marche après pour pratiquer sur le terrain. D'accord? Une grande partie de notre population fait recours à la médecine traditionnelle. Donc, il faudra ce dialogue entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Donc, on a publié, je pense, plusieurs livres qui existent, que vous trouverez sur Internet ou ailleurs. D'accord. La courbe de cette dynamique de collaboration, médecine conventionnelle, médecine traditionnelle, cette courbe, elle est ascendante, elle est descendante aujourd'hui? Non, je pense que la courbe est ascendante. Très bien. Déjà, je l'ai dit, dans notre pays, on a la chance d'avoir des spécialistes, des experts qui croient en cela. Et aussi la rencontre des sciences, c'est-à-dire que quand des disciplines se rencontrent, comme l'anthropologie de la santé, la sociologie de la santé,
la médecine clinique, l'épidémiologie. Donc forcément, il y a des échanges de savoir. Et au niveau de l'EHSP, nous avons formé énormément de médecins. Et dans leur formation, il y a un module qui est vraiment consacré à la médecine traditionnelle et à l'intérêt de la médecine Et traditionnelle. aujourd'hui, docteur, quelles sont les priorités à prendre le corps pour vraiment améliorer le système de santé au Mali? Et les priorités, il y en a plusieurs, je ne peux pas les citer tous. Donc on parlait de la médecine traditionnelle. Il faudra créer un pont entre cette médecine et la médecine conventionnelle. Il faudra, n'est-ce pas, que nous investissons beaucoup dans l'innovation technologique. Nous avons un pays vaste. Donc ce pays vaste a besoin de se baser sur ces nouvelles technologies, n'est-ce pas, pour dépasser la barrière territoriale. Quelqu'un qui est à Kidal, qui est à Bamako, il n'y a pas de spécialiste à Kidal. Donc, par les nouvelles technologies que nous connaissons, la télémédecine, on peut aller loin. Il faudra investir dans la formation. Dans la formation, mais ça ne suffit pas. Il faudra aussi la qualité des soins. La qualité. Et puis aussi, il faudra un travail au niveau de la communication. Quand vous n'avez pas d'information, ça limite l'accès. Notamment l'accès aux soins. D'accord. Alors, docteur, sur ce chapeau, il va nous rester 2 questions de prévues. Et là, je voudrais vraiment qu'on parle d'un phénomène qui est mondial. Avec les sciences, on peut dire qu'il n'y a pas de barrière. Les compétences migrent un peu partout dans ce monde-là. Et aujourd'hui, sur le continent et au Mali, on assiste à, on peut dire, une grande fuite des cerveaux vers ailleurs, Europe, même sur le continent. Du coup, la question que beaucoup de gens se posent et que nous aimerions bien vous poser, comment attirer à notre tour les talents de l'extérieur vers chez nous et aussi et surtout, comment retenir sur place les nôtres propres? Je pense qu'il y a 2 choses à faire. Il faut une politique publique dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut que les politiques encouragent les gens issus de la diaspora, les gens qui sont partis se former, les encouragent pour qu'ils reviennent dans leur pays d'origine. Cela est important. Donc ça doit être en tout cas une question de politique publique. Donc il faut que l'État s'implique énormément à cela. On a énormément de talents, n'est-ce pas, dans plusieurs pays qui travaillent dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines. Donc il faudra faire cela. Et il faudra aussi que les gens qui sont issus notamment de la diaspora et qui sont des scientifiques, il y en a beaucoup qui aient confiance à leur pays. Quand ils retournent, effectivement, il y a des décalages. Mais nous sommes issus du Mali, issus du Sahel. Nous sommes nés ici. Et ces difficultés, nous sommes obligés de les dépasser. Tout à fait. Donc il y a un sacrifice à faire, malgré le salaire, malgré parfois l'inconfort qu'on peut avoir au départ. Mais moi, je suis issu de la diaspora, je travaille dans mon pays et j'ai un grand plaisir à travailler dans mon pays. Parce que je peux dire qu'en Europe, tout est fait, quoi. Tout est fait. Et on doit se poser une question essentielle. Est-ce que notre action a de l'impact? Si l'action n'a pas d'impact, même si on gagne de l'argent, ça ne sert à rien. Donc je pense que les gens issus de la diaspora, ces cerveaux-là, ont plus d'impact sur notre continent. Ils ont intérêt à venir. Mais ils doivent être encouragés par les politiques. D'accord. Et dernière question dans ce chapitre-là. Quel avenir voyez-vous dans la santé digitale, dans la médecine digitale et dans les innovations médicales? Cette année, sur les journées scientifiques, vous avez abordé comme thème principal le rôle, la place de l'IA désormais dans le système de santé au Mali. Quel avenir voyez-vous? Merci pour cette question. C'est une question d'actualité. D'ailleurs, comme vous l'avez cité, on a organisé des journées scientifiques autour de l'IA et santé. Aujourd'hui, nous sommes condamnés, n'est-ce pas, à aller vers l'IA. Moi, je pense que c'est des ruptures technologiques, c'est des transitions sociétales. Parce que quand vous regardez un peu, aujourd'hui, qui peut se passer de l'ordinateur? Personne. Vous voyez cette transition, et l'IA va être la même chose. Vous allez avoir 2 groupes d'humains, ceux qui maîtrisent l'IA et ceux qui ne maîtrisent pas l'IA. Et la santé ne peut pas évoluer sans l'IA. Donc, il est important que nous formons nos médecins à maîtriser ces outils technologiques, à maîtriser l'IA.
Surtout quand on est issu d'un pays en développement où on manque d'infrastructures, on manque de spécialistes avec des difficultés économiques. Donc l'IA peut être une solution. Et ce qu'il faudra noter, c'est que le Mali est pionnier en Afrique en matière de télémédecine. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu en retard. Parce que cette dynamique, on a rompu avec cette dynamique-là. Donc c'est pour cela qu'au sein de l'EHSP, donc l'université que j'accompagne, on a essayé de mettre l'accent. Parce qu'il y a beaucoup d'experts au Mali, mais on ne se parle pas, on ne se regroupe pas, on n'innove pas ensemble. Ce qui fait que chacun fait à son niveau, et finalement, ça n'a pas d'impact pour le pays. Donc cette année, nous avons lancé une certification en IA pour aider les professionnels de santé à mieux comprendre ces nouvelles technologies et à mieux l'adapter sur le terrain sahélien et sur le terrain malien. Sur ce terrain-là aussi, il y a un autre grand homme des sciences au Mali que j'aimerais bien saluer personnellement, le professeur Ly. Un message pour lui. Oui, oui, je connais Dr Ly qui fait vraiment un travail formidable. Vous avez Dr Ly, vous avez professeur Bagayogo aussi, qui fait un travail extraordinaire. Donc c'est ça que je disais, nous avons des talents au Mali. D'accord? C'est des gens aussi qui sont issus de plusieurs secteurs. Mais c'est ça que nous essayons de faire, de créer un espace de dialogue, un espace de liberté, pour innover, pour réunir des talents maliens. Donc, dans ce cadre-là, il faut que l'État nous accompagne, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, que nous essayons d'échanger, de partager et savoir que tout ce que nous faisons pour notre pays et notre pays en a besoin. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Africa Télévision et dans votre émission intégrale, nous sommes avec le docteur Bakary Toumagnon, expert en santé publique internationale, consultant et entrepreneur. Maintenant, nous allons passer au chapitre consultant. Il est fondateur et manager du cabinet TMC Consulting Group. Il a une expertise avérée en sciences sociales, management de projets, études consommateurs en France et en Afrique. Docteur Toumagnon, alors dites-nous en tant que consultant, quels sont les types de missions généralement pour lesquelles on vous consulte justement? Merci. Alors, effectivement, mon métier, c'est d'être consultant. C'est-à-dire que, tout simplement, répondre aux problèmes auxquels les gens ou les organisations sont confrontées. De par ma formation, j'ai été formé en sciences sociales, notamment en sociologie, anthropologie, la santé. J'ai fait une spécialisation en santé publique. Donc, mes secteurs de compétences, naturellement, ça sera le domaine de la santé publique. Ça sera aussi les organisations, n'est-ce pas? Une organisation, pour moi, le ministère est une organisation et une ONG est une organisation. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est projet et programme. Donc, j'évalue les projets, des programmes au Mali, au Sahel. J'évalue leur impact sur la population en matière de santé et en matière économique, etc. D'accord. Voilà. Et en tant que consultant, nous allons regarder quelques photos. Vous allez nous dire quelques histoires derrière ces photos-là. Il y a la première... La toute première qui m'intéressait en un premier temps, mais bon, en attendant, exactement, celle-ci. On est où et c'est dans quelles circonstances? Alors là, je venais de finir une consultation au compte des agences des Nations Unies au centre du Mali. Donc je suis rentré à l'hôtel et voilà. Et donc je me fais accompagner souvent par... une équipe aussi qui travaille au sein de notre cabinet. Donc, voilà, le photographe a pris cette photo. J'étais un peu fatigué, mais j'étais content de la journée parce qu'on a fait une restitution et où les gens étaient très contents des résultats de la consultation. Alors, en général, chez un consultant, comment on fait? On adapte ses recommandations aux réalités du terrain ou c'est plutôt tout le contraire, ce sont les réalités du terrain qui exigent certaines recommandations? Comment ça se passe concrètement? Alors, un consultant... Et profitez-en pour nous parler justement du travail du consultant. Alors, le travail du consultant, j'ai envie de dire, c'est un métier, tout le monde peut devenir consultant. C'est-à-dire qu'on est toujours expert de quelque chose, n'est-ce pas? Quel qu'en soit votre métier, que vous soyez menuisier, mécanicien, on est expert de quelque chose.
Vous, par exemple, Robert, on peut vous prendre comme consultant en communication. Voilà. Donc, notre secteur qui est la santé, qui concerne aussi tout ce qui est développement, des politiques de santé, etc. Donc, notre rôle, c'est d'évaluer des projets sur un territoire auprès d'une population. D'accord? J'ai la chance d'avoir une double casquette, d'être formé en sciences sociales, donc de comprendre les sociétés, de comprendre les dynamiques sociales. Je suis anthropologue, donc de comprendre la culture locale, de comprendre le terrain. C'est ça que l'avantage que nous avons en tant que consultants africains. Nous connaissons nos racines, nos territoires, notre pays mieux que les consultants invités ailleurs. C'est vrai. Donc en plus de cela, nous avons une expertise en santé publique. Donc nous nous imprégnons énormément des réalités locales, de connaître les besoins, les demandes et de voir les zones de blocage. Donc les recommandations que nous donnons sont vraiment ancrées, enracinées aux réalités du terrain. D'accord. Donc les recommandations que nous donnons parlent aux populations. Alors que si c'est un consultant qui vient d'un peu partout, qui ne maîtrise pas les réalités locales, qui n'a pas ce background du territoire, ça peut poser problème. Une fois que ce diagnostic est fait, en matière de santé, en matière de développement, en matière d'éducation, nous essayons d'accompagner nos commanditaires. L'organisation qui demande l'étude, de les accompagner dans la mise en œuvre. Donc les recommandations que nous donnons, ce sont des recommandations très opérationnelles, axées sur le terrain, qui parlent à nos populations, qui ont du sens pour nos populations. Voilà un peu. D'accord. On va évoluer, on va suivre les diapos. Après cette photo, il y a une autre qui suit où vous exactement. Là, on est où? Je vois quand même que vous portez un badge là, je crois. Oui. Ça doit être une grande rencontre là, ici. Tout à fait. Alors ça, c'était une rencontre de la diaspora à Paris, où on devait parler de la dynamique de la diaspora. Donc j'ai été invité parce qu'on a un projet de banque de la diaspora. Il serait bien de mettre à la disposition de notre pays au Sahel aussi, les Africains, une banque vraiment destinée à la diaspora. Donc nous, on a un projet dans ce sens-là qui s'appelle D-Bank, Diaspora Bank. D'accord. Donc on m'a appelé pour parler de ce projet-là. Donc voilà, et en tant que consultant, j'ai expliqué le bien fondé de ce projet. Il y a des milliards qui sont envoyés dans nos pays. Et ces milliards, tenez-vous bien, sont consacrés à la consommation, à des choses qui n'ont pas vraiment de retombées en matière de développement. C'est pas investir dans des projets structurants. Tout à fait, c'est cela. Donc, il est important pour nous, à travers cette banque, Diaspora Bank, de réorienter, n'est-ce pas, ces envois d'argent, d'aider, et en tout cas, les gens issus de la diaspora à investir dans les secteurs porteurs pour nos pays, pour que nos pays gagnent et que eux-mêmes, l'argent, ils aient un retour sur l'investissement. Donc c'est ça un peu l'orientation que nous voulons faire. Donc nous avons essayé de réunir la diaspora africaine, c'est pas seulement le Mali, hein, c'est la diaspora africaine, aux États-Unis, en Europe et au Sahel, quoi, en Afrique d'une manière générale. Donc c'est une dynamique qui est en cours. Nous voulons que nos autorités nous accompagnent dans ce sens-là, parce que nous savons que aussi c'est une orientation de notre pays. Tout à fait. Voilà, nos politiques, nos autorités veulent aller dans ce sens-là. La diaspora constitue une chance pour notre pays, notamment le Mali. Donc, il y a un capital humain, il y a aussi des ressources financières. Donc, je pense que tout cela doit être cadré et accompagné, orienté vers les secteurs porteurs. Et quelles sont les plus grandes difficultés que le consulting, de façon générale, rencontre sur le terrain au Mali, même quand il est fait justement par les nationaux? Ah oui, il y a, comme tous les métiers, hein, il y a des difficultés, parce que un consultant, c'est qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Un consultant, d'abord, c'est quelqu'un qui a une expertise scientifique, donc qui a des connaissances. Donc c'est un scientifique. En même temps, c'est un commercial, puisqu'il vend ses connaissances, il met à disposition ses connaissances. Donc il a un côté commercial. Et ce positionnement est difficile vis-à-vis du commanditaire, c'est celui qui demande l'étude. Parfois, le commanditaire a le sentiment ou considère le consultant seulement comme un commerçant. Alors que c'est avant tout un scientifique qui a une expertise avérée, qui pose un diagnostic.
On ne paye pas un médecin pour qu'il vous dise ce que vous avez envie d'entendre. Il vous dit ce qui ne va pas. Donc ce positionnement fait que parfois, il y a des difficultés par rapport aux commanditaires. Ou à ce que nous rédigeons nos rapports vis-à-vis de l'attente du commanditaire. Et cela n'est pas possible dans notre métier. Donc si vous n'êtes pas assez outillé, si vous n'avez pas des règles éthiques, vous pouvez développer votre casquette commerciale au détriment de l'aspect scientifique. Et là, ce n'est ni bon pour vous, ni bon pour le pays, ni bon pour le commanditaire. Donc ces positionnements-là, personnellement, je fais énormément attention qu'un consultant est là, n'est-ce pas, pour accompagner. Parce que nous évaluons des projets, donc nous apportons un jugement validé, basé sur du réel, de l'évidence. Donc en ces moments-là, il faut trouver un point d'équilibre entre l'expertise que nous avons et le positionnement commercial. Ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté aussi, c'est lié au métier aussi. C'est les consultants, nous faisons un métier qui est précaire. Un consultant, il peut gagner des millions. Au bout de 3 mois, il peut faire 6 mois, il n'a pas de... Oui, un second marché. Voilà, il n'a pas, comme on le dit, un autre marché. Donc, il faudra avoir une stratégie, n'est-ce pas, pour se positionner et être dans quel secteur nous sommes plus pertinents pour travailler. Voilà, donc c'est un métier précaire, mais c'est un métier aussi qui concourt beaucoup au développement, en tout cas, de nos pays et de nos projets. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée à recruter un consultant. D'accord. Vous parliez tantôt, vous adressant à la matière grise, vous parliez de l'impact qu'ils doivent avoir. Et comment vous-même, vous mesurez l'impact de vos interventions? Alors, j'ai vraiment eu la chance, j'ai commencé la consultation au Mali dans les années 2009, et à travers le cabinet TMC Consulting Group. J'ai eu la chance de pratiquement travailler avec toutes les agences des Nations Unies au Mali, et en partenariat avec le secteur public, avec les ministères, notamment le ministère de la Santé ou d'autres ministères. Donc j'ai eu cette chance de travailler, après 2012, j'ai travaillé sur la crise du Nord et sur les conséquences liées, notamment les violences basées sur le genre, d'accord, de travailler sur le VIH, de travailler sur le changement climatique, de travailler sur l'accès aux soins, n'est-ce pas, de travailler sur, en tout cas, la problématique liée aux enfants, n'est-ce pas, la maltraitance des enfants, etc. Donc sur les thématiques assez différentes. Alors, les indicateurs qui montrent qu'il y a un changement. Voilà, il y a eu un pas. Et voilà, quand je vois aujourd'hui, par exemple, sur les violences basées sur le genre, l'accès à la justice des femmes qui ont été violées, violentées, quand je vois le relèvement économique des femmes, au nord du Mali, financé par des projets. Quand je vois aussi la prise en compte des populations vulnérables, des groupes vulnérables en matière de VIH, n'est-ce pas? Quand je vois aussi le financement des projets pour intégrer des jeunes, quand je regarde aussi les questions liées à la mendicité des enfants, à la scolarisation des filles, donc je suis assez fier d'avoir la chance de participer, n'est-ce pas, au développement de mon pays, de mettre à disposition ce que je sais, ce que je peux apporter pour mon pays. Donc, je suis très content de faire ce métier-là, parce qu'à travers ce métier, moi-même, j'apprends énormément. J'apprends. Le postulat que j'aime bien, c'est de se considérer comme un apprenant en tant que consultant. Parce que quand on sait écouter, quand on sait observer, il y a de fortes chances qu'on apporte quelque chose. Et c'est ça que j'essaie de faire. Et parlons maintenant des projets de développement sanitaire. Si vous devriez conseiller ceux-là qui voudraient mener des projets dans ce sens-là, ou qui ont des idées de projets dans ce sens-là, quels sont les pièges à éviter? Bon, des projets d'une manière générale, pas seulement au niveau de la santé. De la santé. Je pense que les pièges, ou si vous voulez, les barrières, le premier problème, c'est vous-même, en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet. C'est de dépasser vos propres peurs, quoi. C'est cela. C'est de dépasser vos propres peurs. Parce que être entrepreneur, être porteur d'un projet, c'est accepter de prendre un risque. Tout le monde n'est pas capable de dépasser, n'est-ce pas, cette première barrière-là. D'accord? Et très souvent, vous parlez de piège, ben, les porteurs de projets, de par leur propre représentation, ils s'arrêtent à bout du chemin. Donc, il faut éviter cela. Il faudra aussi analyser le secteur et le lieu où vous voulez intervenir. Si vous voulez intervenir à Kati et à Bamako, il faudra comprendre dans quel environnement je suis. À quel moment je dois le faire. Donc, il faudra faire une étude
du terrain, permettre de comprendre là où vous voulez apporter un changement. Tout à fait. À mon avis, c'est là où aussi les consultants peuvent être d'un grand intérêt. D'accord? Dernière chose, ce n'est pas toujours lié à l'intelligence, c'est la détermination, être déterminé. Et le mal de notre, en tout cas de la jeune génération, c'est de commencer les choses où on veut avoir les résultats au bout de 3 mois. Donc si on n'est pas déterminé, il n'y a pas de développement. On abandonne. On abandonne. Donc il faut développer ces côtés-là, mais aussi d'être résilient. Les chocs, vous allez les avoir. Sur 10 projets, peut-être c'est un seul projet qui va marcher. Sur 10 entreprises, peut-être c'est une seule entreprise qui va décoller. Et je suis très bien placé pour le savoir. Donc il faut être déterminé, il faut être résilient. Donc c'est les pièges qu'il faudra éviter, mais c'est aussi des préalables qu'il faudra avoir en tant que porteur de projet et en tant qu'entrepreneur. Voilà. En tant que consultant, vous intervenez dans des aires, on va dire, culturelles, où il y a aussi des résistances culturelles au changement. Ce n'est pas évident le changement, ça ne se décrète pas. N'importe où on fait face à des résistances, même si vous venez ici tout de suite à Afrique, vous voulez qu'on change des choses, on n'est pas tout de suite partant. Et vous, en tant que consultant, comment gérez-vous ces résistances culturelles au changement? Alors, merci beaucoup. Vous touchez du doigt en fait des intérêts intellectuels ou en tout cas des thèmes qui m'intéressent énormément ces dernières années. Je m'intéresse énormément à tout ce qui est innovation technologique, innovation sociale, etc. D'accord? Et les questions de changement m'intéressent énormément. Qui parle de développement doit faire face à ces questions de résistance, n'est-ce pas, au changement. Mais parfois, on a l'impression que la résistance, c'est au niveau des bénéficiaires des populations rurales, n'est-ce pas? Quand vous avez parlé des aires culturelles, comme si les résistances sont seulement au niveau des aires culturelles. Mais à l'hôpital, quand vous voulez introduire une nouvelle technologie, les médecins sont très intelligents, n'est-ce pas? C'est des gens qui ont fait de longues études, mais vous voyez beaucoup de résistance au changement. C'est vrai. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans toute organisation sociale, quand vous voulez introduire un projet de développement, qui veut dire tout simplement apporter une idée, un outil, un service dans un milieu donné, pour changer ce milieu-là, vous faites face à des acteurs, à des individus qui ont leur pratique, qui ont leur façon de faire, qui ont leur habitude. Donc du jour au lendemain, vous ne pouvez pas les changer. C'est pas facile. Donc cela demande quoi? C'est là où aussi peut-être que nos compétences en sciences sociales, nos compétences en management, ça nous aide beaucoup. Parce que ça nous oblige à comprendre la configuration sociale, à comprendre l'organisation, n'est-ce pas? Et à voir quels sont les intérêts de l'introduction, par exemple, de l'outil technologique au sein de l'hôpital. Qu'est-ce que les acteurs ont à gagner, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Comment les accompagner à ceux qui dépassent leur propre peur, n'est-ce pas? Donc, en faisant ce travail-là, quand l'acteur voit l'intérêt qu'il gagne, et tout le monde veut gagner. C'est vrai. Il y a de fortes chances qu'il accepte et qu'il intègre le changement. Et ce changement ne peut pas faire au bout d'un jour. Donc, ça demande de la sensibilisation, de la formation, de la consultation et d'implication de tous les parties prenantes. Alors, souvent, les innovateurs, les techniques, les responsables, j'ai envie de dire parfois les politiques ne tiennent pas compte de ça parce qu'on est pris par le temps. Alors qu'il faut se donner le temps pour changer. C'est vrai. Voilà. Et du coup, au niveau du consultant que vous êtes, quelles sont selon vous aujourd'hui les compétences nécessaires, indispensables pour être quand même un consultant au moins moyen? Non, merci. Je disais que c'est un métier qui est ouvert. Mais en réalité, pour être un bon consultant, c'est le marché qui décide si vous restez sur le marché ou pas. D'accord? Tout le monde peut devenir consultant, mais tout le monde ne reste pas sur le marché. D'accord? Donc cela demande quoi? Il faut avoir, pour être un consultant, un bon consultant, à mon avis, être comme un enfant. Quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Donc il faudra accepter, apprendre. Un consultant, c'est un éternel étudiant. Quelqu'un qui apprend tout le temps. C'est quelqu'un qui est curieux. Et c'est quelqu'un qui sait observer. Donc ça, c'est des traits, c'est des caractéristiques qu'il faudra avoir au préalable. Est-ce que vous avez envie d'apprendre tout le temps de nouvelles choses? Parce que le consultant, il est appelé
À chaque mission, c'est une nouvelle thématique. C'est un autre problème qu'on lui pose. Donc, il faudra avoir, en tout cas, cette attitude, cette prédisposition-là, si vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment important. Deuxième chose, aussi, il faut accepter d'aller vers les autres. D'aller vers les autres, n'est-ce pas, de créer un climat de confiance. Pour savoir ce que l'autre a, pour savoir dont l'autre souffre, il faut ce climat de confiance. Donc, maîtriser des techniques qui permettent à l'autre de s'exprimer, d'exprimer ses besoins, sa demande, ses inquiétudes, etc. D'accord? De comprendre aussi, quand vous êtes dans une organisation, les acteurs, les différents acteurs. Par exemple, si vous travaillez sur les politiques de santé, si vous travaillez sur l'amélioration de la vaccination, il faudra connaître les différents acteurs qui travaillent autour de ça. Leurs pairs, les enjeux qu'ils ont, et leurs stratégies, etc. Donc, quand vous croisez tout cela, par rapport à la connaissance que vous avez des enjeux, des acteurs, de leurs stratégies, de leurs intérêts, donc de la réalité locale, il y a de fortes chances que vous arrivez à répondre aux besoins et à la demande des populations. Donc, il faudra avoir ces prédispositions pour être un bon consultant. Un bon consultant, c'est quelqu'un qui se remet en question tout le temps et qui veut découvrir aussi. Donc, il est plus à l'écoute que de parler, quoi. Généralement, qui vous fait appel? Les organisations, les ONG ou l'État? Alors, en général, personnellement, mes commanditaires, c'est des organisations internationales. Ça peut être l'OMS, je travaille pour l'OMS. Ça peut être l'ONU-SIDA, j'ai travaillé pour l'ONU-SIDA. Ça peut être l'ONU-FEM. Donc, vous voyez, c'est des agences des Nations Unies et qui travaillent en lien avec l'État. Donc, soit avec le ministère de la Santé, soit avec le ministère de l'Éducation. Le ministère de tutelle. Etc. Donc, il y a toujours un lien. Donc, l'État est toujours présent, si vous voulez. Donc, nous, on est recrutés de par nos compétences pour essayer de répondre à des problématiques. Voilà. Vous êtes consultant senior. On suppose donc qu'il y a des consultants juniors dans votre milieu qui décident que X est senior, Y est junior. Comment ça se fait, cette classification, cette hiérarchisation-là? Merci. Et, bon, classiquement, on connaît les grands cabinets de consulting aux États-Unis à travers le monde, quoi. D'accord? Moi, j'ai eu la chance de travailler au niveau du CNRS. C'est le Centre national de recherche scientifique. Donc, j'ai travaillé vraiment dans le milieu universitaire et j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui est consultant international. Donc, au début, on commence à faire de l'enquête, à collecter de l'information, à donner l'information aux analystes qui vont analyser les différentes informations et qui vont essayer en tout cas de faire des propositions. Donc il y a des étapes auxquelles il faudra passer, comment élaborer des questionnaires, comment mener un entretien, comment collecter de l'information sur le terrain, comment faire des analyses, etc., etc., etc. Après, vous passez à un certain niveau, donc cela demande du temps. C'est vrai. D'accord. Donc au fil du temps, vous arrivez à un moment donné à gérer une étude de A à Z. C'est vrai. Voilà, donc avec le temps, avec l'expérience, vous montez des grades pour devenir consultant senior. Des recommandations jusqu'à l'accompagnement. C'est ça, c'est cela. Voilà, donc le temps est vraiment important, l'expérience aussi. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous sommes avec Dr Bakary Toumagnon, expert en santé publique internationale, consultant, entrepreneur. Maintenant, nous allons parler de l'entrepreneur en face de nous ce soir. Dr Toumagnon, comment alors cette idée d'entreprendre? Question basique, hein? Comment elle est venue? Alors, l'idée d'entreprendre, je ne sais pas du tout comment ça a commencé, oui. Mais je remarque que dans ma famille, il n'y a pas de fonctionnaire, quoi. Peut-être que ça peut être l'origine, mais je ne suis pas sûr que ça explique tout, d'accord? Et moi, j'ai toujours été tiraillé entre faire de la recherche et agir. Donc, faire de la recherche, cela veut dire que être universitaire, faire de la recherche fondamentale, etc. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Et en même temps, je ne voulais pas que ces recherches restent dans les tiroirs, quoi. Donc, des recherches qui sont déconnectées du monde réel. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut faire de la recherche et que ces recherches aussi soient actionnables sur le terrain. D'accord? Donc, à un moment donné, le positionnement qui était vraiment indiqué pour ma personne, c'était d'être consultant. Un consultant, il est d'abord un scientifique, un expert,
donc qui a des connaissances, mais aussi c'est quelqu'un qui est très opérationnel, ce qui différencie un consultant et un universitaire. Et on peut dire que le consultant, il a les pieds sur terre, il est dans les organisations, il travaille sur le terrain, il essaye de répondre aux questions, aux problèmes réels de ces commanditaires et de la population. Donc, ce positionnement m'intéressait. Donc, en 2009, j'ai jugé en tout cas important de quitter la France et de venir, de laisser mon travail en France, de venir au Mali pour ouvrir un cabinet qui s'appelle le TMC Consulting Group. Et chemin faisant, des organisations internationales m'ont fait confiance. Mon pays m'a fait confiance, les commanditaires m'ont fait confiance, donc je ne suis pas seul, je suis avec une équipe. Donc on essaie d'apporter notre valeur ajoutée, n'est-ce pas, pour notre pays. D'accord. Voici quelques photos, justement, pose au niveau de la réalisation. Ici, on est où? Là, c'est le chef d'entreprise, c'est quelle unité? Alors, merci beaucoup pour cette photo. J'aime bien parce que là, c'est au sein de Toumaïon's Collège. C'est ce qu'on appelle une école fondamentale que nous avons et que nous avons créée. Et donc, là, lors de la remise, en tout cas, j'ai envie de dire des bulletins, il fallait parler, n'est-ce pas, aux enseignants, remercier les enseignants, encourager nos élèves, les parents d'élèves. Donc tous les mois, j'essaie de prendre ce temps-là pour communiquer auprès des différents acteurs. L'école est un système. C'est un système parce que c'est des enseignants, c'est des parents d'élèves, c'est des élèves, c'est l'administration. Donc j'essaie de les encourager pour que nous créions de l'excellence pour notre pays. Et j'ai été frappé par quelque chose. À un moment donné, vous savez, il y a une école, j'ai envie de dire internationale, qui est toujours au Mali. Je ne vais pas citer le nom, mais on avait fermé cette école-là pour des raisons que je ne parlerai pas ici. Mais moi, je ne comprenais pas dans notre pays pourquoi un entrepreneur malien ne pouvait pas créer une école d'excellence pour permettre aux enfants maliens à un coût convenable pour permettre aux enfants maliens d'aller à l'école et de toucher l'excellence. Donc ça a été vraiment l'idée qui nous a encouragés pour créer Toumaïon's Collège. Donc nous essayons d'appliquer des méthodologies qui marchent au Mali, nous nous inspirons aussi des méthodologies qui marchent ailleurs pour mettre à la disposition de nos enfants des outils, que ce soit au niveau de la technologie, au niveau de l'IA, au niveau des langues, pour que les citoyens de demain, la nouvelle génération, soient mieux outillés pour répondre aux besoins de mon pays. Et j'essaie d'investir dans des secteurs à fort impact. C'est pour ça que l'éducation m'intéresse énormément. C'est pas pour gagner de l'argent, vraiment. C'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, qu'est-ce qui peut avoir un impact transformationnel à long terme. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me drive pour mon pays. Ça, c'est vrai que vous êtes un vrai passionné de l'école, hein, parce que là, la réponse a été plus longue que sur n'importe quelle question. On va évoluer. Et là? Alors, là, j'ai pris cette photo, ça me parle beaucoup parce que, en fait, quand j'ai commencé à investir au Mali, j'ai commencé par, en tout cas, au niveau de l'éducation, par l'université qui a créé une université, l'école des hautes études en santé publique du Mali. Mais très vite, je me suis rendu compte que, en fait, si nous voulons changer le Malien, nous devons commencer au niveau, à la base, quoi, vous voyez, au niveau fondamental. C'est dans ce cadre que j'ai lancé aussi Toumaïon's Collège. Donc, j'ai commencé au niveau universitaire pour finir au niveau collège, etc. Ça. Et donc, faire tout un système. C'est ça. Donc, puisqu'il faut changer le système de l'intérieur, mais aussi en profondeur. Donc, j'ai dit, les enfants, nous allons les prendre à l'âge de 6 ans au lycée. Donc, cette transformation profonde que nous voulons faire pour notre pays, il faudra commencer à bas âge. Et décomplexer l'enfant africain, décomplexer le malien, dire que l'enfant français, l'enfant allemand, l'enfant anglais n'est pas plus intelligent que l'enfant malien, mais l'enfant malien peut-être n'a pas assez d'outils, n'est pas assez accompagné. Donc c'est cette transformation vraiment en profondeur que nous essayons de faire avec toute une équipe pour notre pays. Nous avons commencé à nous installer à Kati, et nous voulons vraiment nous étendre à l'intérieur du pays. Et pour que nous mettons à la disposition de notre pays, le Mali, et des enfants qui sont formés aux outils technologiques, qui comprennent plusieurs langues, mais qui sont ancrés dans la culture malienne. C'est cela.
Donc, Toumaillon Scolaire que vous voyez, et au fil du chemin, nous avons créé Toumaillon Academy, qui est le lycée. Quand je vois mes élèves parler de la géopolitique, qui vous parlent de la crise en Ukraine, des problématiques au Sahel, parce que c'est des débats que nous avons, et je suis assez content, assez fier de ce changement-là, parce que le citoyen que nous devons former, c'est le citoyen qui doit comprendre la réalité locale, au niveau local, la réalité de son pays, mais qui doit comprendre aussi les enjeux au niveau international, parce que nous sommes appelés à décider. Nous sommes appelés à participer au débat du monde, quoi. Et pour cela, le vrai changement, ça viendra de l'éducation. D'accord. En plus du secteur de l'éducation, dans quel autre secteur vous êtes investi en tant qu'entrepreneur? Alors, quand je regarde cette photo, vous voyez qu'en fait, j'ai investi donc dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement, dans le secteur de la santé, n'est-ce pas? Mais aussi dans le secteur de l'agriculture, de l'environnement. Pourquoi? Je vous ai dit, hein, moi j'essaie d'investir dans les secteurs qui ont un fort impact. L'éducation, la santé, l'agriculture. C'est pour cela qu'au Mandé, nous avons créé le Centre Malian Spirit. Le Centre Malian Spirit, ça veut dire quoi? C'est l'esprit malien. Est-ce que nous pouvons nous baser et prendre appui sur nos propres connaissances, sur nos propres réalités et transformer nos zones rurales? Donc j'ai décidé que tout ne se passera pas à Bamako, d'aller au Mandé à travers l'agriculture, à travers l'agrotourisme, à travers l'agrobusiness, comment nous pouvons impacter durablement le développement de notre pays. Donc l'éducation, la santé, l'agriculture, et aujourd'hui la technologie, les nouvelles technologies. Et si je ne m'abuse, il y a l'immobilier, non? Oui, vous avez raison, et souvent je ne le cite pas, mais si vous investissez dans le domaine de l'éducation, vous êtes appelé à construire des classes. Des classes, si vous voulez investir dans le domaine de l'hôtellerie, à construire quoi. Donc, au fil du temps, nous avons développé une vraie expertise en matière d'immobilier. Donc, je pense que cette expérience, il fallait aussi valoriser ce côté-là. D'accord? Parce que nos pays manquent d'infrastructures. D'accord? Donc, il faudra des infrastructures dignes de ce nom. Donc, au fil du temps, au bout de 15-20 ans d'investissement, nous avons développé vraiment de l'expertise en matière d'immobilier. Et aussi notre diaspora, je suis de la diaspora. La diaspora, le Malien veut avoir chez soi, quoi. Donc, comment encourager la diaspora à revenir au pays, à avoir un chez soi? Le Malien, il est content quand il a sa maison. Voilà. Donc, c'est une vraie tendance. C'est une vraie tendance. Il faudra que nous travaillions dans ce sens. Donc, il faudra aussi, au niveau de la formation professionnelle, que nous outillons nos enfants dans ce sens-là pour que nous n'ayons pas à aller recruter des gens d'ailleurs. Voilà. Sur l'agriculture, l'immobilier, l'écotourisme. Tout à fait. C'est le lieu pour moi quand même de saluer un de vos grands partenaires, Ali Badiaga. Tout à fait. Ali Badiaga aussi est un Malien issu de la diaspora. Un vrai Soninké aussi. Donc, on a décidé de voir que sur un projet Destination Sud, pourquoi Destination Sud? Il faut que, au lieu que les Africains cherchent l'Europe comme une destination, aujourd'hui il faut que le Sud, ou les Sud, on parle de Sud global, donc que notre horizon, ça soit le Sud, quoi, ça soit le Sahel, que nous revenons dans notre pays et que nous essayons de mettre à la disposition de nos pays ce que nous savons faire. D'accord. Voilà. Et y a-t-il opposition, même souvent violente, entre la rigueur du scientifique que vous êtes et l'esprit aventurier de l'entrepreneur que vous êtes? Est-ce que souvent ça coince? Est-ce que souvent les deux se battent en vous? Je ne sais pas vous répondre, mais j'ai envie de dire... je ne suis pas sûr qu'on peut, en tout cas, diviser, partager un être humain comme ça en deux, etc. Nous sommes une complexité, l'être humain est une complexité. Vous êtes une complexité, je suis une complexité. Je vous ai dit que je voulais être chercheur, universitaire, je suis quelqu'un qui a vraiment une envie forte d'apprendre, quoi. D'apprendre, je suis un éternel étudiant. Donc ce côté universitaire me parle, ce côté scientifique me parle. Mais je ne peux pas m'arrêter à cela. Et je veux agir pour mon pays, je veux avoir des
des solutions et des projets vraiment qui sont actionnables sur le terrain. Donc, à un moment donné, pour moi, c'est les deux faces de la même monnaie. En fait, ce n'est pas opposé. Donc, je suis un scientifique, un chercheur, mais je fais de la recherche-action. J'agis sur le terrain et quand je suis au Mali, dans mon pays, je suis beaucoup sur le terrain et quand je suis en Europe, ben, je donne ce temps-là pour réfléchir parce que je suis un peu seul, donc je réfléchis en tout cas aux besoins de mon pays, aux besoins du Sahel pour essayer d'apporter en tout cas modestement la réponse que nous avons. On va encore regarder. Et stop ici. Vous êtes carrément à l'extrême gauche. Hein, c'est ça. Ok. C'est quelles circonstances? Alors, comment aider nos enfants à comprendre cette civilisation globale dominante? Nos enfants vont à l'école, ils apprennent d'autres langues, mais de plus en plus, nous sommes des êtres déracinés. Nous ne sommes pas assez ancrés sur nos territoires, nous ne connaissons pas nos histoires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, etc. etc. On parle beaucoup du Mali d'Inkoura, n'est-ce pas? Et au sein de Toumaillon scolaire, nous essayons de consacrer des journées culturelles où nous mettons en valeur les ethnies du Mali. Donc, chaque élève représente une ethnie. Donc, les élèves s'habillent de par leur ethnie, etc. Et chaque élève, donc, de par ses habits, montre dans quelle ère géographique, quelle culture, quelle ethnie, mais aussi chaque élève apporte le plat préféré de l'ethnie en question. Un clin d'œil pour les mandingues, ça sera du tigadege, quoi. Donc, vous voyez, donc, nous permettons à nos enfants de mieux connaître notre pays, la diversité culturelle de notre pays. On parle beaucoup de réconciliation, mais ce n'est pas seulement au niveau, je vais dire, politique. Ça doit se passer au niveau de nos écoles. Nous devons apprendre la tolérance, n'est-ce pas, le dialogue entre les ethnies, la tolérance et au niveau de l'école fondamentale. Donc quand ils vont atteindre l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, ils sont mieux ancrés, mieux informés, le débat n'aura plus lieu d'être. Puisque je suis malien avant tout, je suis saracolé, ben, je suis dans telle zone géographique, ben, quand tu prends le malien aujourd'hui, il est peut-être Dogon de par son père, Peul de par sa mère ou de par sa grand-mère. Ouais. Donc nous sommes aussi une complexité, une richesse culturelle. Et c'est ça qu'il faudra ancrer, n'est-ce pas, au niveau de nos écoles, et ça va favoriser la paix. Et c'est un outil préventif contre, en tout cas, les crises que nous connaissons aujourd'hui. Donc, Toumaillon Collège, l'école que nous avons la chance, en tout cas, d'accompagner, n'est pas seulement une école où nous allons apprendre le français, quoi. Nous sommes là pour former le Malien de demain, le citoyen de demain. D'accord. Et demander à un entrepreneur qui a quand même pu promouvoir plusieurs entités, de nous dire quel est son plus grand succès en tant qu'entrepreneur, c'est comme si on lui demanderait de choisir entre ses enfants lesquels il préfère le plus. Pourtant, nous aimerions bien savoir quel est au nombre de toutes vos entreprises et laquelle fait le plus votre fierté. Je pourrais être tenté tous de dire que c'est Toumaillon Collège. Tant vous parlez d'éducation avec tant de passion. Oui, oui, effectivement, c'est une question de développement à long terme, de transformation, d'impact transformationnel, quoi. Ma plus grande fierté, effectivement, quand je vois des enfants qui grandissent, qui ont leur bac, quand je vois aussi des professionnels de santé que nous avons formés, de la santé et du social, au niveau de l'école des hautes études en santé publique au Mali, où je vois nos anciens étudiants dans les agences de développement, dans les agences des Nations Unies, travailler au Sénégal, en France, aux États-Unis, au Mali. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 1500 professionnels de santé au Mali, à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali. D'accord? Donc, nous participons à un changement vraiment en profondeur. Donc, nous sommes assez fiers de ce travail-là. C'est toute une équipe. Ce n'est pas le travail de Dr Toumaillon, c'est toute une équipe. Et donc de faire la promotion vraiment de la santé. Donc nous en sommes
assez fiers parce que les bénéfices, ça à moyen et vraiment à long terme. Quand nous voyons ces enfants qui sont à l'aise au niveau de Touyons Collège, Touyons Académie, avec l'outil IA, moi j'apprends beaucoup auprès de mes enfants, quoi, au niveau de l'école. Parce que souvent nous organisons des ateliers d'IA où j'apprends énormément. Donc ce va-et-vient, c'est une grande fierté de voir le Mali, malgré les souffrances que nous connaissons, malgré les crises que nous avons. Moi, j'ai de l'espoir pour mon pays. J'ai vraiment de l'espoir pour mon pays parce que le changement, ça se fera à long terme. Mais nous devons s'aimer aujourd'hui, maintenant et tout de suite. D'accord? Et les générations qui vont venir seront mieux outillées, mieux armées pour faire face aux problématiques au niveau mondial. D'accord. On va encore regarder les photos. Ça, cette photo, on l'a déjà commentée. Celle-là, commentée également. Avec... et là, on n'en a pas parlé. Oui. Et je vois Mathias ici. Oui, oui, là, je suis entouré de mon équipe. Je vois le docteur Simaga. Tout à fait, docteur Simaga, de Cathy, le médecin-chef, docteur Sédou Alassane, Mathias, n'est-ce pas? Mais j'aime bien cette photo parce que je ne me rendais pas compte de... Voilà, quand on a pris la photo. Mais en réalité, ici, nous sommes en train de faire des actions sociales, c'est-à-dire qu'on fait des portes ouvertes et on demande aux bénévoles de venir soigner gratuitement vraiment la population, en partenariat avec le CCRF de Cathy, en partenariat avec d'autres institutions où nous essayons de faciliter l'accès aux soins, que ce soit pour des soins ophtalmologiques, que ce soit de la santé maternelle, que ce soit d'autres problèmes de santé. Donc, c'est des journées que nous organisons pour notre pays. Et l'idée, c'est d'être là où il y a moins d'offres, quoi. C'est pour cela que pendant plusieurs années, nous l'avons organisé à Sibi, au Mandé, où il y en a qui ont vraiment pour des soins ophtalmologiques, pour l'accès aux soins d'une manière générale. Et cette année, pour des questions, des problèmes auxquels nous connaissons, n'est-ce pas, nous avons décidé d'organiser ça à Cathy et nous avons eu énormément de participants. Je suis assez fier de cette photo parce que nous répondons à une problématique réelle de notre pays. D'accord. Nous allons parler d'un sujet qui va beaucoup intéresser les jeunes qui veulent entreprendre. Docteur Toumagno, vous êtes dans l'éducation, dans l'agriculture, dans l'immobilier, dans le tourisme. Comment vous percevez nos opportunités de business? Comment vous l'identifiez? Par exemple, moi, si je vais entreprendre, pendant que je n'ai aucune inspiration, quel conseil pourrez-vous me dire? Comment saisir au vol une opportunité? Comment ça se fait? Alors, je ne sais pas si c'est de l'intuition ou c'est... voilà, ça va être difficile d'expliquer le mécanisme. Mais scientifiquement, moi, ce qui m'intéresse, et les indicateurs, en tout cas, auxquels je m'intéresse, c'est la démographie. La démographie. Mais quand la démographie bouge, tout bouge, quoi. Que ce soit l'offre de services, que ce soit au niveau de la communication, au niveau des besoins. Donc la démographie est un bon indicateur pour moi. D'accord? Nous sommes dans des pays où la démographie est assez parlante, où c'est une population qui croît énormément. D'accord? Donc moi, cela est important. Mais en tant que aussi sociologue, socio-anthropologue, j'analyse les signaux faibles, quoi. D'accord? Et quand vous prenez la dynamique sociale de notre pays, quand vous prenez aussi la position géographique de notre pays, ça peut vous aider à comprendre les besoins immédiats que notre pays a et les besoins à venir en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de nouvelles technologies, et en matière de consommation, en matière d'agriculture, etc., 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 etc. D'accord? Le Mali n'a pas de port. D'accord? Donc cela veut dire que tout ce qui est lié, par exemple, à la logistique, à l'acheminement des produits, le Mali produit beaucoup, mais ces produits ne sont pas transformés. Donc tout ce qui concerne la transformation de nos produits au niveau local, pour baisser le coût, pour former les gens dans ce sens-là. Donc voici des indicateurs que j'essaie de prendre pour voir dans quel secteur il faudra vraiment investir. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de créer des systèmes. Ce n'est pas un projet isolé. Quand vous regardez souvent, les gens disent, mais est-ce que tu ne te disperses pas? Non, je leur réponds, je ne me disperse pas, je me diversifie. Mais dans cette diversification, je crée un écosystème
Il faut que l'éducation parle à la santé, il faut que la santé parle à l'agriculture, il faut que l'agriculture nourrit l'élève qui part à l'école. Donc c'est un écosystème qu'il faudra créer. Donc c'est une réflexion vraiment à long terme, n'est-ce pas, pour mon pays. Et le gain individuel ne m'intéresse pas, le gain immédiat ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la transformation à long terme. C'est l'impact transformationnel qui m'intéresse pour mon pays. Et si nous faisons ça, vous voyez qu'on crée de l'emploi, on touche une plus grande population, et on a le temps de réfléchir et aussi on se donne le temps d'agir. Voilà. Alors du coup, selon vous, quels sont les principaux défis qui se posent aujourd'hui pour entreprendre au Mali? Alors, les défis, c'est là. On a besoin de formation. Vraiment, on a besoin de formation. Et on n'est pas assez formé, on n'est pas assez outillé. Il faudra former nos populations, nos jeunes, dans des métiers, j'ai envie de dire, où il y a un besoin. Au Mali, moi, je trouve qu'on forme beaucoup de jeunes au niveau de l'enseignement supérieur. On n'en a pas besoin. On a besoin de former des techniciens, des gens dans le bâtiment, des gens dans la logistique, des gens dans la mécanique, des gens dans l'agriculture, donc dans les secteurs qui sont porteurs pour le Mali. D'accord? Et cela est vraiment important. Et je trouve qu'on n'investit pas assez là-dedans. D'accord? Il faudra développer de l'alternance, que nos jeunes soient formés, ils passent un temps au niveau de l'entreprise, sur le terrain, et ils passent un temps à l'école. Donc l'élève qui sort de là, l'étudiant, en réalité, il sort de l'école déjà avec des compétences. D'accord? Il faudra aussi que nous formons nos jeunes pour que chaque individu, grosso modo, soit un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il crée son travail. Pour cela, il a besoin de connaissances en entrepreneuriat, il a besoin de maîtriser des outils, il a besoin de connaître sa population, n'est-ce pas? Pour savoir quels besoins les communautés ont et quels services il faudra apporter, n'est-ce pas, à ces populations-là. Donc voilà, nous avons besoin aussi d'infrastructures. D'infrastructures, nous devons converger les talents. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer un espace de réflexion, n'est-ce pas, mais aussi d'action où nous mettons ensemble des jeunes qui ont du talent, des jeunes qui sont assez innovants pour qu'ils partagent leurs connaissances. Mais en fait, ce qui marche, ce n'est pas cette connaissance seulement académique, c'est le partage d'informations. Quelqu'un qui s'y connaisse en robotique, quelqu'un qui maîtrise bien tout ce qui est data science, quelqu'un qui maîtrise un peu la communication, vous les mettez ensemble. Donc, c'est un espace de créativité que vous créez. Donc, vous permettez aux enfants d'échanger, de pratiquer. Et vous voyez que vous allez avoir un produit, n'est-ce pas, qui a du sens pour le jeune, et c'est un produit aussi qui est vendable auprès de la population. Donc je pense que c'est cette dynamique qu'il faudra encourager, donc de converger les énergies. Et je pense que c'est ce travail de méthode que nous ne faisons pas assez. Tout n'est pas une question d'argent, c'est une question d'idées, c'est une question de rencontre, de partage, de donner l'opportunité, n'est-ce pas, à ces jeunes-là de s'exprimer. D'accord. Et à ces jeunes, quel appel avez-vous pour ces jeunes? Quel conseil pourrez-vous leur donner? Tous ceux qui travaillent déjà, tous ceux qui veulent émerger dans leur travail, tous ceux qui veulent entreprendre mais qui hésitent ou qui ont commencé mais qui posent des pas très hésitants. Votre message général à l'endroit de la jeunesse malienne qui veut entreprendre? Alors, mon message, c'est un message d'optimiste. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils ont une chance formidable. La jeunesse malienne, la jeunesse sahélienne a une chance formidable parce qu'on n'a jamais été aussi... on n'a jamais disposé de la connaissance aussi large, aussi accessible pour les générations d'aujourd'hui. Les gens comme vous et moi qui avons 50 ans ou plus, ben, la connaissance, il fallait aller les chercher dans la bibliothèque, dans les livres, etc. Et ce n'était pas accessible. Ce n'était pas facilement accessible. Aujourd'hui, à travers les outils IA, à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers le net, on peut se former étant chez soi. D'accord? Donc, on a un monde qui est vraiment en changement et la nouvelle génération a la chance d'accéder à cela. Par contre, nous avons une jeunesse qui n'est pas patiente, qui est pressée. Au bout de 3 mois, on veut arriver
n'est-ce pas, un résultat. Mais ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Il faut qu'ils soient déterminés, qu'ils voient les choses à long terme. Mais je pense aussi quand la jeunesse est accompagnée, est coachée, et s'il y a un cadre politique, un espace structuré pour les jeunes, il y a de fortes chances avec la détermination, n'est-ce pas, avec l'accès facile à la connaissance, avec l'échange, le partage d'idées, d'expériences, et qu'il y a un cadre propice à cela, nous allons former des génies ici, dans notre pays. Docteur, dernière question, l'actualité oblige. Le Mali est éprouvé, mais le Mali est debout. Quel message avez-vous à l'endroit de nos concitoyens du Mali et de tout l'espace AIS particulièrement? Alors quel message? Notre pays traverse un moment très difficile. Nous sommes un peuple résilient. Notre pays est à l'origine de beaucoup de civilisations, n'est-ce pas? Je vais parler de l'empereur du Ghana, l'empereur du Mali, etc. Mais nous n'allons pas rester sur le passé. Le Mali, les Maliens sont résilients. L'Afrique de demain, l'histoire de l'Afrique de demain, ce qui va se passer, est en train de se passer au Mali aujourd'hui. Ici, nous sommes un terrain d'expérimentation. Et je pense que l'avenir de l'Afrique se jouera ici. C'est notre capacité, n'est-ce pas, à être résilient, à apporter les solutions à ce qui se passe au Sahel. N'est-ce pas? Donc le problème malien, ce qui se passe au Mali, n'est pas seulement le problème du Mali. C'est le problème du Sahel, c'est le problème de l'Afrique. C'est un problème de souveraineté. C'est le problème d'un pays qui veut, n'est-ce pas, de la souveraineté, de la liberté. Et je pense que l'Afrique a intérêt, nos voisins, l'Afrique de l'Ouest aussi, a intérêt de s'impliquer dans la résolution des problèmes auxquels le Mali est confronté. Parce que le Mali a beaucoup donné. Le Mali a beaucoup donné. C'est une phase de notre histoire. Et je reste convaincu que mon pays va dépasser, mon pays va se relever, comme mon pays l'a toujours fait. Nous sommes déterminés et nous allons y arriver. Nous avons besoin du temps. Et Inch'Allah, si ce n'est pas notre génération, ce sera la nouvelle génération qui va venir. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci pour toutes ces questions. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était Intégral avec Dr Bakary Toumagnon, franco-malien, expert en suivi, évaluation de projets et programmes de développement en Afrique. Depuis plus de 18 ans, il intervient en tant que consultant senior auprès de différentes organisations. Il est fondateur et manager du cabinet TMC Consulting Group. Il a une expertise avérée en sciences sociales, management de projets, études consommateurs en France et en Afrique, un entrepreneur passionné également dans le domaine de l'éducation, la santé, l'agriculture et l'immobilier. C'était Intégral avec Dr Toumagnon aujourd'hui, l'expert en santé publique internationale, le consultant et l'entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.